19h à Bamako et un peu partout à travers le pays, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. À l'instar de la communauté internationale, le Mali commémore ce jeudi 24 octobre le 74e anniversaire de la Journée des Nations Unies. Cette célébration est placée sous le signe de la fraternité humaine par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Le Bureau national de l'Union des médersa arabo-islamiques du Mali a bénéficié d'une importante donation en livres de la part de Messa Mouri Konaté, écrivain arabo-bamanakan. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 22 octobre à la mosquée Yatabari du quartier Missira. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je le disais à l'entame de ce journal, à l'instar de la communauté internationale, le Mali commémore ce jeudi 24 octobre le 74e anniversaire de la Journée des Nations Unies. Cette célébration est placée sous le signe de la fraternité humaine par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Nous vous proposons d'écouter les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour qui l'opportunité est propice pour rendre hommage aux Nations Unies et d'exprimer la profonde gratitude du Mali. Il est au micro de nos reporters Samaïra Sanogo, Nuhumkone. C'est le rappel de la création des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une guerre de libération nationale, une guerre antifasciste, ne l'oublions pas. Et c'est pourquoi les idéaux des Nations Unies ont été rassemblés dans le cadre d'une charte et que les pays qui ont vaincu le fascisme ont, avec d'autres, créé l'Organisation des Nations Unies, qui est devenue au fil des ans la conscience de la communauté internationale. L'ONU a 74 ans. Il est normal donc que les peuples du monde entier, que les gouvernements du monde entier célèbrent les anniversaires des Nations Unies et en l'occurrence le 74e anniversaire de la création de cette organisation qui est devenue peu à peu irremplaçable, qui est unique en son genre. Et le Mali a adhéré à l'organisation en signant la charte au lendemain de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Le Mali est membre à part entière de la famille des Nations Unies. C'est le signe de la fraternité humaine. Ce Mali bénéficie de la solidarité des nations du monde entier. La MINUSMA, ne l'oublions pas, elle est présente à notre demande parce que les autorités maliennes de 2012 et de 2013 ont souhaité la présence d'une mission de maintien de la paix. Et cela a été sous la forme de la mission de la MINUSMA, mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies au Mali. Ce sont des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Togolais, des Béninois, d'abord, sans compter tous ceux qui sont venus des autres continents pour prêter main forte à notre pays. Ne l'oublions pas, la MINUSMA, comme les agences de l'Organisation des Nations Unies, c'est l'expression de la solidarité du reste du monde à l'endroit du Mali, à l'endroit du peuple malien. Il est arrivé que nous, Maliens, nous ayons envoyé des soldats, des policiers, des gendarmes dans des pays du monde, en Afrique, au Libéria, en Sierra Leone, en Haïti et ailleurs. Quand le monde a eu besoin du Mali, le Mali a répondu présent. Il se trouve que le Mali a aujourd'hui besoin du monde. Nous l'avons exprimé
la réponse du monde a été sous la forme de la MINUSMA. Mais elle est venue trouver sur place les agences qui contribuent au développement économique et social, à la sécurité sanitaire, à la sécurité alimentaire, à la sécurité en matière d'éducation et de culture. Donc, les Nations Unies, c'est tout cela. Nous ne devons pas l'oublier. Donc, ce sont nos frères et sœurs qui sont venus dans le cadre de la MINUSMA nous accompagner parce que nous avons connu une grave crise sécuritaire et institutionnelle à partir de 2012. La MINUSMA est venue nous accompagner. Elle nous accompagne dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Et n'oublions pas que la finalité de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, c'est la restauration de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire. Ne n'oublions pas que la finalité de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale qu'on appelle accord d'Alger, c'est l'intégrité du territoire national. C'est l'unité nationale du Mali. C'est la forme laïque et républicaine de l'État. C'est le respect des symboles de l'État que sont le drapeau national. C'est le respect de l'hymne national du Mali. Donc, notre peuple est engagé à recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire malien. Et il bénéficie de l'accompagnement de Nations Unies, de la MINUSMA en particulier, qui a été mandaté à travers les résolutions successives des Nations Unies pour accompagner les autorités maliennes, les parties maliennes dans la mise en œuvre de l'accord de paix, de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, et dont les piliers sont connus. C'est les piliers défense et sécurité, c'est le pilier souveraineté, à savoir la réunification du Mali, l'exercice de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, le retour de l'État malien dans les zones où il a été absent pour les raisons que nous connaissons, le retour des services sociaux de base, en particulier dans la région de Kidal. Ne l'oublions pas, les services sociaux de base, y compris dans la région de Kidal. Et dans la dynamique de la célébration de la Journée des Nations Unies le 24 octobre de chaque année, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. À l'approche du 75e anniversaire de la fondation de l'organisation qui aura lieu l'année prochaine, le secrétaire général Antonio Guterres nous livre son message à travers une vidéo officielle dans laquelle il réaffirme sa détermination à s'attaquer envers et contre tout aux véritables problèmes auxquels les peuples sont donc confrontés. Pour votre attention, le message est en anglais, sous-titré en français, lu par Kafouné Batili. La Journée des Nations Unies nous offre l'occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies qui, jour pour jour, est entrée en vigueur il y a de cela 74 ans. En cette époque de tumulte généralisé, la Charte reste notre point de repère et l'organisation reste déterminée à s'attaquer envers et contre tout aux véritables problèmes auxquels les peuples sont vraiment confrontés. Nous œuvrons en faveur d'une mobilisation équitable et d'une action climatique ambitieuse. Nous agissons en faveur des droits de la personne et de l'égalité des sexes et nous nous opposons à la haine, quelle que soit la forme qu'elle prend. Nous nous efforçons de maintenir la paix et nous portons secours à des millions de personnes prises au piège de conflits armés. L'Organisation des Nations Unies a placé la capacité d'évolution et le respect du principe de responsabilité au cœur de l'action qu'elle mène pour mieux venir en aide au pays. L'année prochaine, nous célébrerons le 75e anniversaire de la fondation de l'organisation. C'est l'occasion pour nous de repenser l'avenir ensemble. Je vous invite à prendre part à la réflexion. Ensemble, agissons en faveur du bien-être des peuples. Je vous remercie. Le message de cet élément était plutôt traduit par Amadou Diarra. Je l'annonçais au début de cette édition. Le Bureau national de l'Union des médersa arabo-islamiques du Mali a bénéficié d'une importante dotation en livres de la part de Messa Mouri Konaté,
écrivain Arabo Bamanakan. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi 22 octobre à la mosquée Yatabari du quartier Missira. C'est un reportage de Alhamidou Badini. 8000, c'est le nombre total de documents offerts par l'écrivain malien Messa Mori Konaté à l'Union des médersa arabo-islamiques du Mali. Cette importante quantité de livres en arabe et dans différents domaines de la science vise notamment à aider les enseignants dans leur profession d'une part et contribuer à rehausser le niveau des élèves des écoles franco-arabes d'autre part. Ils n'ont pas beaucoup de solutions et beaucoup de méthodes pour faire enseigner les enfants. Donc Dieu m'a facilité ce travail-là et j'ai donné ces dons-là à mes collègues pour les aider dans leurs tâches immenses, dans leurs tâches nobles que l'enseignement et l'éducation. L'objectif que je visais concrètement, que la lecture et l'écriture soient facilitées pour nos élèves en débit. Se réjouissant de cette donation didactique inédite, les responsables du Bureau national de la structure bénéficiaire ont surtout exhorté les établissements arabo-islamiques à faire bon usage de ces ouvrages. Les médecins avaient besoin de ça depuis longtemps, puisque le mois passé, il a fait une formation pour mettre à jour les enseignants des médecins. Donc c'était par rapport à ça, puisque au médecin, nous avons un problème de livres. On dit que les enseignants n'ont pas de niveau, alors qu'il y a manque de livres. Bon, actuellement, je crois qu'à travers de ces documents-là, les enseignants seront dotés sur les matériels de travail qu'il faut. Donc il a écrit beaucoup de livres, dont les méthodes plus faciles pour écrire et lire la langue arabe. Donc ça, c'est le premier document qui a volume 1, volume 2, volume 3. Donc il a écrit aussi les techniques de rédaction pour la 6e, 7e, et 8e, 9e année. Donc vraiment, ça c'est un grand pas pour le développement des médersa. Donc il a écrit aussi sur langage de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc vraiment, actuellement, les enseignants sont très dotés. Donc je pense qu'à travers ces livres-là, les enfants vont bénéficier. Venus des différents cercles du Mali, les représentants ont à tour de rôle reçu une certaine quantité de ces livres qu'ils transmettront ensuite au démembrement de l'Union des médersa arabo-islamiques du Mali. La cérémonie d'anniversaire du parti UMRDA, Union malienne pour le développement démocratique africain, a eu lieu ce mardi 22 octobre au siège de la sous-section de l'IMRDA de Moribabougou, en présence de plusieurs membres du parti. C'est un reportage de Tata Touré, Draman Malé. 22 octobre 1946, 22 octobre 2019. Les héritiers de l'UMRDA se souviennent. Le 73e anniversaire du parti de Modibo Keïta a été bien observé ce mardi 22 octobre. L'événement a été marqué d'une pierre blanche à travers une conférence débat. Occasion pour le conférencier de témoigner sur les 8 ans de pouvoir de résistance face au colonialisme, à l'impérialisme et à toutes les forces d'exploitation et d'oppression qui auront permis à Modibo Keïta de franchir des pas décisifs dans la construction de l'unité nationale, tant au plan politique, économique que sécuritaire. Il fallait marquer cette date parce que tout simplement, le parti qui a été issu de cette organisation, qui est l'Union soudanaise RDA, est le parti de l'indépendance du Mali. Il ne faut pas oublier que ce parti-là a lutté contre la colonisation, a lutté contre la France pour la dignité, l'indépendance et la liberté des Maliens. Pour les organisateurs, cette cérémonie d'anniversaire du parti UMRDA a été un moment d'émotion, de fierté et surtout de reconnaissance à tous ceux qui, par le sacrifice de leur personne, ont rendu possible l'émancipation des peuples africains. Et que les gens se rappellent simplement que des hommes se sont donnés pour pouvoir, dans un idéal commun, motivé par ce qu'ils ont vu avant l'indépendance, la souffrance du peuple malien. Ils ont pu avoir un idéal pour venger le peuple malien face aux colons et aux méthodes pratiquées. Cet idéal-là a animé en eux un patriotisme très fort qui a pu
faire construire le Mali d'aujourd'hui. Les intervenants ont tour à tour manifesté leur joie avant de lancer un vibrant hommage à la jeunesse malienne de suivre ses grands dirigeants comme Modibo Keïta, Félix Houphouët-Boigny et tous ceux qui ont contribué pour le rayonnement de ces pays. Aujourd'hui, pour la liaison par rapport au deuxième thème, c'est la jeunesse et le patriotisme pour la construction nationale. Le Mali a besoin de sa jeunesse pour continuer, mais de quelle jeunesse a-t-on besoin? On a besoin d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse motivée, d'une jeunesse également entièrement dévouée à la cause nationale. Comment construire cette jeunesse? Nous restons convaincus que peut-être ce qui est en train de nous arriver peut être aussi un élément fédérateur des jeunes du Mali pour que demain ils voient ensemble l'avenir du Mali et qu'ils le construisent ensemble. En prélude au lancement de l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a organisé ce mercredi 23 octobre 2019 une conférence de presse au cabinet du dit ministère. Objectif, obtenir l'adhésion de la population à soutenir l'introduction de la deuxième dose de VAR, vaccin anti-rougeole dans la vaccination de routine. Propos recueillis par Tata Touré. Merci d'être là par rapport à cette conférence de presse qui s'articule autour de l'introduction de la deuxième dose du vaccin anti-rougeolé dans le PEV de routine. Je tiens à préciser ici que ce n'est pas une campagne de vaccination qu'on va organiser, mais c'est juste une introduction dans notre programme élargi de vaccination de routine. Et pourquoi cette introduction, une deuxième dose dans le programme élargi de vaccination? Puisque nous avons déjà une première dose dans le programme à partir de 9 mois. La question fondamentale, pourquoi nous introduisons la deuxième dose dans notre programme? Eh bien, la raison est simple, c'est que nous tendons vers l'élimination de cette maladie, qui est la rougeole. Et pour ce faire, en 2009, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à chaque pays membre de cette organisation d'introduire la deuxième dose du vaccin anti-rougeolé dans le programme élargi de vaccination. Et pour ces pays qui ont atteint, en tout cas pour la première dose, 80%, que ces pays puissent introduire une deuxième dose de vaccin anti-rougeolé dans le programme élargi de vaccination. Donc, comme notre pays n'est pas en marge de cela, nous avons une couverture à la première dose qui excède les 80%. Donc ça exige à ce que nous introduisions la deuxième dose. Mais il faut en tout cas rappeler ici que la couverture par rapport à la vaccination contre la rougeole est un indicateur phare de progrès d'atteinte de l'objectif du développement durable. Donc il est demandé à tout pays, en tout cas, de mettre l'accent sur la vaccination contre la rougeole. Et cet objectif, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif d'élimination tant que nous n'allons pas avoir les deux doses. La première dose à 9 mois et la deuxième dose qu'on nous s'apprête à introduire entre 15 et 23 mois. Donc c'est extrêmement important. Et sur le plan mondial, nous avons constaté que même les pays qui ont été exempts de l'épidémie de rougeole, nous prenons par exemple la France. La France a connu des épisodes de rougeole, des épidémies de rougeole en 2018. Et bien d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a eu beaucoup de pays qui ont connu des épidémies de rougeole. Donc nous ne pourrons pas lutter contre la rougeole tant que nous n'atteignons pas l'objectif d'élimination qui est de moins d'un cas pour 1 million d'habitants. Actualité africaine. Élu président de la République de Tunisie,
Le 13 octobre, Kaïd Saïd a prêté serment dans la matinée de ce mercredi 23 octobre. Avec un quasi-plébiscite de 72,71% des voix au second tour, le nouveau président tunisien a salué les martyrs de la révolution au cours de son discours de prestation de serment, tout en déclarant avoir la conviction d'ouvrir un nouveau chemin pour la Tunisie. Nous vous proposons un extrait de son discours d'investiture. Mesdames et messieurs, les invités du Maghreb et de nos amis de tous les pays du monde, chers citoyens tunisiens à l'intérieur de ce pays et partout dans le monde. Les Tunisiennes et les Tunisiens aujourd'hui vivent une expérience qui a surpris le monde entier. Notre peuple a inventé de nouvelles méthodes tout en respectant la légitimité. C'est quelque chose unique, sans précédent historiquement. Il s'agit d'une vraie révolution avec une nouvelle conception de la révolution. Comme vous le savez, la révolution vient souvent contre le pouvoir en place, contre la légitimité. Mais non, notre révolution a été réalisée grâce aux moyens légitimes. Toutes ces personnes qui ont décidé à créer une nouvelle histoire, ils ont préféré la mort pour la vie. Ils ont préféré la dignité et la liberté. Et ils ne peuvent pas accepter autre chose que cela. Je remercie également ceux qui ont choisi une autre voie et qui ont élu librement une autre personne. Je vous remercie et mes remerciements ne sont pas suffisants. Je remercie tous les enfants de mon pays qui a surpris le monde entier. Et le reste de l'actualité africaine et internationale est commenté par Marietou Diallo. Le Botswana a commencé à voter mercredi pour les élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de son histoire, au point de menacer le règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a plus d'un demi-siècle. Comme le veut la Constitution, l'Ankama a cédé il y a 18 mois les rênes du Botswana à son vice-président, issu du même parti démocratique du Botswana, BDP. Mais depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. En mai dernier, M. Kama a même claqué la porte du BDP en accusant M. Massissi de dérive autoritaire. Le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique UDC, espère tirer les marrons du feu. L'Ankama n'a pas ménagé sa peine pour nuire à son ancien parti, y compris en appelant publiquement à voter pour l'UDC et ses candidats dans plusieurs régions du pays. À Sochi s'ouvre ce mercredi 23 octobre le premier grand sommet Russie-Afrique où il sera question de collaboration entre les pays africains et la Russie. Mais Moscou pousse déjà ses intérêts dans de nombreux États du continent. C'est avec l'Afrique du Nord que la Russie entretient les échanges commerciaux les plus importants. En tête, l'Égypte et l'Algérie. Grâce à ces deux pays, la Russie est le premier exportateur d'armes vers le continent. En bonne place sur l'échiquier russe figurent également plusieurs pays avec lesquels Moscou avait tissé les liens durant la guerre froide qu'elle a cherché à réactiver en priorité. L'Angola, dont l'actuel président Lorenzo a été formé à Moscou et où la Russie est bien implantée dans le secteur du diamant. Madagascar, un pays frère à l'époque soviétique où la Russie est accusée d'avoir influencé l'élection de 2018 et dans une moindre mesure l'Éthiopie qui a conclu avec Moscou un accord sur le nucléaire civil.
Le président camerounais Paul Biya doit recevoir Jean-Yves Le Drian ce mercredi 23 octobre. Le chef de la diplomatie française effectue une visite de 2 jours au Cameroun. Au-delà des aspects de coopération économique et de lutte contre le terrorisme, cette visite a une connotation très politique. En mai dernier, devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le chef de la diplomatie française n'avait pas caché son inquiétude face à la dégradation de la situation dans les 2 régions anglophones. Il s'était également déclaré très préoccupé pour l'opposant Maurice Kamto, affirmant que Paris faisait pression régulièrement. 5 mois sont passés, Yaoundé a organisé le grand dialogue national et l'opposant Maurice Kamto est sorti de prison. Une page se tourne et les tons changent. Dans l'entourage du ministre français, on explique qu'il s'agit d'aujourd'hui d'encourager les évolutions positives. En Guinée, 5 responsables du Front national de défense de la Constitution ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Un jugement rendu ce mardi matin au tribunal de Dixine, moins sévère que ce qu'avait demandé le procureur. Sont condamnés à 6 mois ferme le chanteur Bill Dessam, le chargé des opérations du FNDC Ibrahim Diallo, le leader du ballet citoyen Sekou Kondounou et Mamadou Bailo Bari de l'ONG Destin en main. Mamadou Bobba, Mamadou Sano et Abdoulaye Oumousso, qui est journaliste et président de l'association des blogueurs Ablogui, ont en revanche été déclarés non coupables. À l'annonce du verdict, brisant un lourd silence, la salle s'est mise à entonner l'hymne du FNDC, puis l'hymne national. Le président du Conseil européen Donald Tusk a recommandé aux États membres de l'UE d'accepter un 3e report du Brexit après un vote à double tranchant des députés britanniques. Mardi, la Chambre des communes a approuvé sur le principe par 329 voix contre 299 le nouvel accord de divorce conclu par leur Premier ministre Boris Johnson et les dirigeants de l'UE, tout en exigeant plus de temps pour l'examiner. Elle a en effet refusé par 322 voix contre 308 de se prononcer sur ce texte d'ici à jeudi soir, un délai jugé trop court pour débattre d'un pavé de 110 pages. Une réunion des ambassadeurs des pays membres auprès de l'UE a été planifiée mercredi pour discuter de cette recommandation, a indiqué l'un des représentants à l'AFP. Mais il n'est pas question de décider dès mercredi, a averti ses représentants. Il s'agira, a-t-il expliqué, de vérifier si l'ensemble des pays membres partagent la même analyse de la situation et de voir si un nouveau report est nécessaire. Ainsi se referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.